Bon, bien d'abord, je ne peux pas rester toute la journée. Je dois quitter pour Victoriaville. Il faut que je sois là-bas vers 2 heures. M'approcher un petit peu, mais rester assis, ça ne vous dérange pas? Bien, merci de me donner l'opportunité de parler de mon village, parce que moi, je suis né à Anse-Saint-Jean. C'est un village assez unique au Québec. Dès le départ, il y avait un avantage sur les autres villages du Québec. C'était le seul village qui avait accès au fjord. Donc, le fjord, c'est quand même une rivière de 95 km de long, 2 mètres de large, en moyenne 700 pieds d'eau. 1000 pieds devant la statue à Rivière-Éternité, mais en général, donc c'est des abysses, c'est de l'eau salée qui pénètre par le fleuve. Donc, ce village-là a été d'abord, je vais raconter l'histoire, parce qu'il y aura une montagne par la suite et un développement qui va se faire. C'est un village de 1000 habitants accroché au fjord et il vit surtout de la forêt. Donc, il y a un quai où on coupait des arbres et on amenait ça sur des barges qui remontaient le Saguenay jusqu'aux Papetières. C'était la même chose à Sainte-Rose-du-Nord. C'est la même chose dans différents endroits. Et donc, 100 des gens du village étaient des bûcherons. Donc, moi, mon père était bûcheron, mon frère était bûcheron, mon grand-père était bûcheron, mon arrière-grand-père était bûcheron. Donc, moi, je viens d'une famille de bûcherons. On savait couper les arbres. Et bien entendu, quand on coupe un arbre, ça prend au moins 120 ans avant qu'il reprenne une grosseur où on pourra le recouper de nouveau. Donc, si on coupe les arbres très près, là, à la fin, on était rendu à 100, 150 km du village. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Bien, le village, les gens vont déménager. Il y a des papetières qui s'installent, les alumineries qui offrent des emplois. Donc, il y a une dévitalisation qui s'installe tout doucement. Et le village se cherche. Et dans les années 70, c'est important, au début des années 70, arrivera à Anse-Saint-Jean, on appelle ça le plateau. Donc, c'est des gens qui, à l'époque, on appelait ça la simplicité. Bon, c'était pas la simplicité volontaire, mais c'était quand même. C'était des gens qui étaient instruits, qui venaient des universités, qui se révoltaient contre le capitalisme. Et eux, ils voulaient surtout vivre avec la nature. Donc, ils vont s'établir sur les plateaux. Ils ne descendront pas tout de suite au village, ils sont quand même plusieurs. Ils vont se construire des maisons, ils vont vivre ensemble en commune. Et d'ailleurs, c'est à l'époque, l'époque des communes, des années début 70, il y en avait des centaines à travers le Canada. Maintenant, il en reste 0, sauf elle qui existe encore, c'est la 3e génération. C'est des gens qui sont instruits, les enfants vont à l'université. Et la terre, c'est la mère, c'est leur mère pour eux, c'est leur mère. Donc, ils protègent la terre. Les premiers environnements, je dirais les premiers produits bio, on va apparaître à Anse-Saint-Jean dès les années 70, là, chez nous. Donc, on voit qu'il y a une communauté très instruite qui vient s'installer avec une autre communauté qui, d'origine, sont des bûcherons, pas très instruits, parce que tu ne pouvais pas aller plus que secondaire 3 à Anse-Saint-Jean. Tu devais monter en ville, finir ton 4 et 5. C'est pour ça que c'est un village défavorisé, parce que la majorité des gens ont arrêté en secondaire 3 et allaient travailler en forêt. Donc, tu sais, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne un village, seulement une cote de défavorisation, cote T10. Donc, mais ces gens-là vont venir faire un mélangeage, je dirais, ethnie, qui va donner un élan au village un peu plus, je dirais, artistique. Donc, on voyait qu'il y avait une couleur particulière, le village. Il était déjà un village assez unique, parce que le village avait quand même, quand on le part du rang Périgny, c'est au total 15 et 20 km de long, avec une rivière à saumon qui la traverse au complet. C'est une genre de vallée et qui se finit dans le fjord. Et dans le fjord, c'est le seul village qui avait accès au fjord. Donc, il y avait un potentiel touristique, mais développer le tourisme, on est des bûcherons. C'était très difficile. Il y avait le quai qui était intéressant. Les gens venaient faire le tour du quai, puis ils retournaient par la suite. Mais donc, on va arriver dans les années fin 80 avec un problème. Donc, le village va fermer. C'est inévitable. Donc, il n'y a plus d'enfants dans les écoles. C'est ça, une dévitalisation en passant. Donc, c'est un village qui se cherche et il n'y a pas grande solution. Et quelqu'un qui était là, qui s'appelait, pas Michel Boudreau, mais, excusez, je vais me rappeler son nom. Donc, lui, il lève la main d'une réunion de citoyens, puis il va lancer, Claude Boudreau, il va lancer une idée. On pourrait peut-être se faire une montagne de ski. C'est parce qu'il n'y a personne qui fait du ski à Lens, non? 0, là. C'est comme si tu dis du ski alpin, ouais. On a les plus grosses montagnes de la région sont ici, et ils sont juste derrière. Et on pourrait peut-être se faire une montagne de ski. Puis là, il y avait le mont Édouard, donc la montagne Édouard, parce que derrière, il y a le lac Édouard-Moreau, qui était un autochtone. Et juste, ce lac était autour, d'ailleurs, où on fait la haute route présentement. Donc, ce qui va se produire, c'est que les citoyens vont dire, bien d'accord, on n'a rien à perdre. On pourrait peut-être se faire une montagne de ski.
Donc, ils vont commencer à parler des ministres, des députés du coin pour leur demander est-ce qu'on pourrait avoir une montagne de ski. Bien entendu, c'est non, parce qu'on venait de terminer le financement de toutes les montagnes au Québec où on avait rénové les monts de pente. L'État avait sorti des programmes et on avait rénové les centres de ski, puis il n'y avait plus de budget. C'était terminé. Eux arrivent après. Vous me suivez? Ce n'est pas le bon timing, mais c'est une question de survie pour eux. Bien entendu, en politique, bien, il y a des politiciens qui disent oui, oui, c'est bon, ça, moi, je vais le défendre de dossier. Ça fait élire, bien entendu, aux prochaines élections. Et ils donnent de l'espoir. Donc, les citoyens sont assez animés. Ils vont commencer à ramasser des fonds eux-mêmes un peu. Ils vont commencer à faire des plans et devis, un chalet de ski. Il y a des citoyens Charles Lavoie qui connaissait un peu et Claude, c'est deux seuls qui savaient faire du ski à L'Anse-Saint-Jean, sont allés voir les montagnes, quel genre de pistes qu'on pourrait avoir. Donc, ils ont designé un peu des plans sur les pistes que pourrait être cette montagne-là, le chalet. Et là, on avance tranquillement. Et là, politiquement, on espère que, bon, ils vont dire oui. Et finalement, il y a un non-recevoir. Pas question, il n'y aura pas d'autres montagnes au Québec. Il y en a assez. Il ne faut pas oublier que nous, on avait déjà une montagne qui était le Valinois, qui venait d'ouvrir, qui était en pleine expansion. Et ils voyaient une montagne pas mal plus grosse que le leur s'ouvrir sur leur territoire avec une région très petite. Donc, 150 000 habitants à Saguenay. OK, s'il arrive une autre montagne, on va se compétitionner. Donc, on sait qu'il y a probablement eu un peu d'obstruction politique, tout à fait normal, là. Donc, là, ça répond plus présent. Donc, ils vont faire une barricade. Ils vont fermer la route régionale. Ils vont fermer plusieurs jours. D'ailleurs, le curé va monter sur les barricades avec le poing en l'air. Il va faire des sermons à l'Église comme de quoi on veut une montagne, on veut une montagne. Donc là, c'est une route hyper stratégique pour le transport des copeaux pour les papetières. Et là, il doit faire un grand détour par le parc des Laurentides, par Charlevoix. Imaginez le détour qu'on doit faire, là. Donc, ça met beaucoup de pression. Donc, le gouvernement veut négocier. On leur dit, défaites la barricade, on va négocier, on va trouver une solution. Là, on relance l'espoir qu'on aurait peut-être une montagne, on pourrait peut-être la financer. Et à la fin, on avance, les élections, il y a un ministre qui s'avance, oui, on pourrait. Puis finalement, à la fin, on dit non, il n'y aura pas de montagne à Anse-Saint-Jean. Donc, le malheur, c'est que c'était tous des bûcherons. Fait qu'ils ont pris leur timberjack et ils sont partis et ont bûché la montagne illégalement. Ils ont mis des cagoules et ils ont bûché la montagne pendant une semaine. Et la montagne est apparue une semaine plus tard. Le centre de ski est apparu, illégalement. Donc, chaque arbre, on voulait leur charger. D'ailleurs, la GRC était là, la police provinciale avec des hélicoptères, ils essaient de repérer c'est qui bûchait les arbres, parce qu'ils voulaient leur charger 300$ de l'arbre, qui n'avait pas le droit, c'était à la couronne. Vous comprenez, c'était un enjeu, là. Mais les femmes faisaient des sandwichs, nourrissaient les bûcherons, sortaient le bois. Et donc, cette montagne-là est apparue illégalement. Donc, le gouvernement a dit, OK, on n'a pas le choix, on va mettre 10 millions. Fait que la montagne est... Fait qu'on a construit le chalet. Et c'est devenu le moteur de tout le Bas-Saguenay. C'est devenu un attrait. Oui, il y avait du monde l'été puis l'automne, bien entendu, mais l'hiver, ça allait mourir. Donc, la montagne est devenue une locomotive pour tout le Bas-Saguenay. Et ça a relancé l'économie du coin. Donc, là, on allait pouvoir vivre sur les deux saisons. Donc, l'été, c'était bien, l'automne aussi, mais arrivait l'hiver. Et tranquillement, cette montagne-là, le problème qu'on avait, c'est qu'elle était immense. C'est la 5e plus grosse montagne au Québec. Et donc, ça prend plus de monte-pente, plus de sièges, plus de câbles, plus de dameuses, plus de personnel. Et c'est un village de 1000 habitants. Elle est publique, elle n'est pas privée. Vous voyez, les problèmes, là, ils vont venir, inévitablement, ils vont arriver un jour, là. Donc, oui, on nous disait à partir, mais là, c'est pas viable, où elle va vivre des difficultés. Claude va revenir. D'ailleurs, c'est lui qui est le directeur de la montagne au départ. Puis là, il va quitter pour d'autres emplois. Puis il va toujours revenir pour relancer la montagne. Puis là, il va faire une mesure de correction assez drastique. Là, ça va brasser. Là. Il dit, là, il faut être rentable. Et il va surtout, c'est un gars brillant, Claude, il va surtout amener 2 produits d'appel importants, en sachant très bien que le jour ski, c'est impossible. Là. On ne survivra pas là. C'est impossible. Là. C'est écrit dans le ciel. Nos équipements vieillissent. Il n'y a pas de programme pour les dameuses. Il n'y a pas de programme pour le monte-pente. Un jour, tout sera à refaire. Et là, on va venir, on fait juste retarder le processus que, OK, elle va fermer, un privé va la ramasser. Et les citoyens mettent de l'argent, parce que je dis toujours, ben là, quand on manque d'argent, le véhicule, il se parque à la ville, la municipalité, puis la municipalité tanque le véhicule, puis il continue. Donc ça, c'est pas viable non plus. Donc les citoyens, oui, ont aidé à partir, mais là, plus ils avancent, on aimerait que la montagne soit autonome, mais pas capable d'être champ d'autonomie. Donc Claude va vraiment lancer des camps d'entraînement pour les équipes de ski, en disant, on vous garantit d'ouvrir les premiers au Québec, puis on vous garantit de fermer les derniers. Puis vous allez vous entraîner ici 3 semaines en début d'année, 3 semaines en fin d'année. Puis on va vous organiser là, service VIP.
Ça a tellement marché que maintenant, tous les centres de ski au Québec, toutes les régions, l'Estrie, Québec, les Laurentides, viennent 3 semaines et ça amène beaucoup de revenus en début d'année et à la fin de l'année. Parce que la montagne est réservée pour eux un petit bout de temps, OK? Et ensuite, on a une cohabitation qui va se faire. Et les citoyens acceptaient qu'on ferme une piste. Ça, c'est pas partout qu'on veut ça, là. Là, il y a une piste qui est réservée un samedi et un dimanche là, pour les gens qui s'entraînent. Puis la plus belle, tu sais, la 4, là, celle qui est la V52, là, 52 degrés. Donc, là, il faut le réélargir, mais là, il y a un peu de chiolage, mais ça passe. Ça amène des revenus. Et Claude disait, OK, il faut aller plus loin que ça. L'avenir, c'est la haute route, le ski de montagne. Il dit, nous, on va organiser derrière, il y a 7 montagnes. On va les exploiter. Puis surtout, il y a la vallée des Géants, qui, elle, se dirige jusqu'aux Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie. Ça, c'est 17 km. En passant, on est juste à côté des Hautes-Gorges. Donc, toute cette vallée est exploitable. Là, pour l'instant, elle n'est pas encore exploitée. On va commencer par exploiter les montagnes autour du Mont-Édouard, donc derrière. C'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, on va développer des sommets avec un concept particulier. On fait du sous-bois. Par la suite, on a un chemin d'accès. Et c'est organisé. Donc, il y a de la sécurité, c'est balisé. S'il y a un problème, on peut aller le chercher. Il y a des motoneiges qui vont aller... il y a un système de récupération d'un client s'il se blesse. Bon. Et ça va amener aussi d'autres revenus qui étaient non prévus. Donc, on a un produit d'appel, qui est la haute route, un autre produit d'appel qui est le ski de compétition, et le ski jour, qui va permettre à cette montagne qui est quand même assez immense, et que la chance qu'on a, c'est qu'il y aura encore de la neige dans 25 ans. Donc, M. Morleau va vous le dire, là, les montagnes qui vont rester encore de la neige, c'est le Valinois, c'est le Mont-Édouard, puis c'est le Massif. Le reste, mettez-vous les canons en neige parce que dans 10 ans, ça ne va être pas facile. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure avec le maire. Mais ça, il y a moyen de le faire, tu sais. Le problème, c'est que malgré tout ça, la montagne va vivre des difficultés. Et là, on s'est placé sur la protection de la faillite l'année passée. Et là, ça a lancé une mobilisation encore une fois. On a essayé de trouver une façon, comment on pourrait la garder publique. Parce qu'elle est publique. C'était la seule montagne qui, au Québec, acceptait des jeunes du coin. Des écoles primaires. Donc, à Anse-Saint-Jean, dans le Bas-Saguenay, il y a 5 écoles primaires défavorisées côté 10. Ce sont tous des villages de bûcherons, en passant. Et une 6e école qui était l'école la plus défavorisée du Bronx de Chicoutimi. Ils acceptaient que les jeunes viennent à la montagne gratos. Quand ils arrivaient, ils leur faisaient leur carte avec une photo. Tu as une carte de membre, tu peux venir quand tu veux. C'est gratuit. Et les skis, c'est moi qui les avais financés. Donc, ça ne coûtait rien aux écoles, venir à la montagne. La montagne, il y avait un coût à ça, là. Vous suivez? Parce qu'un enfant d'un milieu défavorisé qui vient skier dans une montagne de ski alpin, tu as des bonnes chances que le parent ne revienne pas parce que c'est un milieu défavorisé. Par contre, si tu offres cette opportunité à une école privée de jeunes, tu as des bonnes chances que le parent revienne et amène ton capital. Donc, ça n'a rien donné un revenu à la montagne, ça a juste coûté de l'argent. Mais ils ont le cœur sa main. Pendant 10 ans, ils ont donné leur montagne accessible à tous ces jeunes des milieux défavorisés pour qu'ils développent cette compétence de la glisse. Et là, aujourd'hui, que la montagne a des difficultés, je me dis, OK, là, il faut l'aider, là. Elle a beaucoup donné. C'est la seule, d'ailleurs. J'ai essayé de faire passer ce projet à Bromont. J'ai essayé de le faire passer à Stoneham. Je suis allé même à l'association régionale. Non, nous, on est là pour faire du cash, là. On ne reçoit personne gratuitement. La seule qui le faisait, c'est Anse-Saint-Jean. Je le remercie, là, parce qu'elle est très communautaire. Et là, on veut la garder communautaire. On veut la garder publique. Mais ce n'est pas facile, là. Donc, l'idée qu'on a eue, puis on a trouvé vraiment un produit. Puis ça, en passant, tous ceux qui sont ici, là, prenez un exemple, sont réussis. Là, on vient de trouver un nouveau levier au Québec pour sauver nos montagnes, sauver nos infras, sauver même nos milieux qu'on trouve exceptionnels. Puis on se dit, bien là, on attend après l'État? Non, c'est pas ça qu'on fait. C'est que maintenant, il y a beaucoup de Québécois qui ont... D'abord, on a tous des rires. Hein, on s'est tous un peu enrichis dans les 25 dernières années, puis 30. Et là, maintenant, on a trouvé un produit où on peut transférer nos rires dans le produit. Et le produit, bien entendu, tu reçois un 4 à 5 de rendement. Et comme moi, je vais transférer 15 000 de mes rires dans le Mont-Édouard pour le sauver. On est plusieurs qui ont fait ça. On a amassé tout près de 3 millions, qui est la part des citoyens qui veulent maintenir leur montagne publique. Donc, on a un projet de relance de 6 millions, donc il reste 3 millions à recevoir. On a appliqué au PARIT, on n'a pas reçu. On a appliqué au PAFIR, où il y a 977 projets puis 2,7 milliards de demandes pour 300 millions seulement. Ça, c'est un scandale en passant, là. Ça a coûté plus cher aux municipalités et aux gens en ressources et en professionnels pour appliquer dans le programme PAFIR que le PAFIR redonne.
Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Quand tu as 1000 projets qui déposent, là, ça te prend un architecte, un paysagiste, tu payes la vie de la paye. Pour qu'on dépose au PAFIR. Bien, tout ça, quand tu calcules les 977 projets, il y en a plus que 300 millions. Puis le programme est seulement de 300 millions. C'est comme si qu'un chercheur en génétique applique sur un concours, puis il y a 1 de réussite. Il n'appliquera pas. Là. Donc, le PAFIR, tout le monde rêve au PAFIR, mais oubliez ça. Là, il n'y a presque pas de monde qui vont recevoir ou on va recevoir des miettes. Donc, ce programme-là doit être renouvelé. Là. On n'a pas le choix. Là. Si on ne renouvelle pas ce programme-là, là, ça va créer beaucoup de mécontentement. Donc, on est pris un peu dans ce modèle-là. Puis on se dit, OK, comment on va faire pour s'en sortir? Moi, j'ai confiance parce que le citoyen s'implique. Et si à la fin, on ne réussit pas, malgré tout ça, et bien entendu, c'est intéressant pour un privé de venir ramasser la montagne, mais il faut s'assurer qu'on la garde accessible à la communauté. T'sais. En Saint-Jean, c'est un village. Je dis toujours que la montagne, c'est son accessoire. Puis souvent, on a tendance à voir la montagne comme un village alpin. Ce n'est pas un village alpin. Nous, on est un village. Et il y a une montagne. Donc, la montagne, c'est un accessoire au village. À l'Anse-Saint-Jean, c'est d'abord le village, la Rivière-à-Saumon, son fjord, c'est 100 lacs et la montagne. Donc, la montagne, pour nous, on la voit comme un accessoire. Comment on peut maintenant la rentabiliser, la rendre autonome pour qu'elle puisse finalement bien servir sa communauté? Il faut l'avoir dans un territoire. Là, je vous parle de ma vision à moi personnelle. Donc, bien entendu, la haute route, on peut encore continuer de développer jusqu'aux Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie, qui deviendra un immense territoire où, finalement, on va en nature, où tu n'as pas de monde pente, il n'y a presque pas de frais. Tu montes toi-même, tu maintiens ta santé. Parce qu'on parle beaucoup d'environnement durable, mais moi, je parle de santé durable, parce que les deux sont reliés. Comment on atteint ces deux niveaux au Québec, de la santé durable et de l'environnement durable? Bien, c'est en voyant les choses autrement. Donc maintenant, on doit investir dans le futur, selon moi, dans la durabilité et le voir d'une façon qu'on fait un leg aux prochaines générations. Et parce que nous, on ne sera plus là un jour, la montagne va rester là, la Rivière-à-Saumon sera encore là, puis le fjord sera encore là. Maintenant, on a une responsabilité quand on fait des moves, bien, de s'assurer qu'on aura une pérennité, qu'on aura toujours accès à la nature. Je déplore, d'ailleurs, je vais en profiter, là, je déplore que vous essayerez de nager dans le lac Beauport si vous n'êtes pas pire. Là. Essayez de trouver une place pour pouvoir nager dans le lac. Si vous réussissez, bien, prenez garde à vous faire frapper. Vous essayerez de nager dans le lac Tremblant, vous essayerez de nager dans le lac Saint-Jean. Les lacs, maintenant, les municipalités ont décidé de vendre des terrains qui étaient autour, en oubliant de donner accès aux citoyens, parce que l'eau au Québec appartient à tous les Québécois. L'année passée, j'étais en plein milieu du lac Tremblant, j'étais en train de nager, puis quelqu'un des États-Unis qui organisait le triathlon, l'Ironman, est venu me dire qu'il fallait que je sorte de l'eau. J'ai demandé pourquoi. Mais c'est parce que tu n'as pas d'affaires là. J'ai dit oui, je suis chez nous. Il ne comprenait pas, tu n'es pas aux États-Unis sinon, tu es au Québec. L'eau appartient aux Québécois. Quand je suis dans l'eau, là, même le premier ministre ne peut pas me sortir. Je suis chez nous. Je suis dans l'eau. Le problème, c'est comment je fais pour aller dans le lac. Donc, moi, je revendique qu'au Québec, on doit protéger 30 de la bordure des lacs qui doit rester accessible à tous les citoyens. L'eau nous appartient au Québec, il y a 1 demi-million de lacs. Là, et si on laisse aller les choses, là, il n'y a pas grand Québécois qui auront accès au lac bientôt. Parce qu'il y a même des gens une personne s'approprie une montagne, puis il a décidé que maintenant, on chasse au chevreuil dans sa montagne, puis oublié, maintenant, c'est à moi. Les Québécois se sont enrichis, puis il y a plein de pays qui nous regardent. On a de l'espace ici. Ça peut vite déraper parce qu'on a besoin d'argent. Donc, la durabilité, pour moi, c'est de penser à un écosystème où on donne accès à la nature dès le départ. Donc, il y a une opportunité dans toutes vos entreprises. La plus grande opportunité, elle est envers les écoles. Chez nous, on va créer 5 écoles nature, les premières en Amérique. Vont commencer d'ailleurs l'année prochaine. Ce sera en Saint-Jean qui sera la première école nature au Québec. Donc, les enfants ne vont plus à l'école, ils vont dans le bois. Donc, le matin, ils reçoivent la pédagogie. Le reste de la journée, bien, ils sont en forêt. Ils sont en train de pêcher. Ils sont en train de découvrir la nature. Ils vont faire du ski de fond, ils vont faire du ski alpin. Là, la montagne devient hyper importante pour eux parce que la montagne offre le ski de fond, la raquette, la randonnée, la haute route et le ski alpin. Il y a 5 produits. La montagne devient importante pour le projet qu'on est en train de faire. On est en train de rendre des écoles nature. Bien entendu, on devrait construire, avec les communautés aussi, une école en pleine nature où on va reprogrammer nos jeunes à la nature parce que nos jeunes sont en déficit nature et ont des problèmes avec les écrans. Bien entendu, j'achèterai mon livre, vous verrez que les chiffres sont catastrophiques. Donc, maintenant, on doit reprogrammer nos jeunes à la nature. La meilleure façon, c'est de les intégrer dans la nature, pour les resetter, pour les reprogrammer à la nature, pour en faire des citoyens qui vont d'abord la défendre, puis peut-être même y travailler. Et ça commence par les écoles primaires.
Moi, vous savez, je challenge souvent les écoles qui veulent se construire des gymnases doubles. Vous savez, un gymnase double, là, je connais ça, là, on en a construit 6 écoles. Là. Les dernières se terminent. Là. Vous savez, un gymnase double, ça coûte 18 millions. Souvent, l'école, tu sais, 18 millions, c'est beaucoup d'argent pour un gymnase parce qu'un gymnase, c'est très discriminatoire. Parce que dans un gymnase, on peut mesurer, évaluer et comparer les enfants. On peut carrément déclasser parce qu'il va se sentir pas bon en sport. Tandis qu'en nature, tu ne peux pas le faire. En nature, c'est inclusif. Et un projet plein air de 18 millions, tu aurais le plus beau projet plein air en Amérique. Amener les jeunes en nature. Et les villes ont une responsabilité, là, les écoles, là, leur donner accès à ces parcs, à ces sentiers, d'en construire, les amener gratuitement. Plus tard, bien entendu, ils vont se brancher cette nature qu'on doit protéger. Ils ont été éduqués dès le départ, puis les écoles lèvent la main maintenant, ils veulent sortir dehors. Mais souvent, ils ont des freins, transport, frais d'équipement, puis frais de coût d'entrée. Bien, il faut faire tomber les 3 freins. C'est pour ça que nous, on a lancé le programme Petit XP. Tantôt, j'ai rencontré quelqu'un qui, ici à Québec, c'est une des places où on performe le moins, c'est à Québec. À Québec, les montagnes veulent faire de l'argent. Ils ne veulent pas Petit XP. Pourtant, j'ai 60 centres au Québec que j'ai fournis. J'ai acheté 3000 paires de ski de fond pour rendre le ski de fond gratuit pour tous les enfants de 12 ans et moins. À la grandeur du Québec, sauf sur l'île de Montréal, c'est gratuit de faire du ski de fond. Il n'y a aucun parent qui a besoin d'acheter des skis de fond pour ses enfants. C'est gratuit pour l'entrée en tout temps. Quand ils viennent avec l'école, c'est gratuit pour l'entrée et c'est gratuit pour les équipements. Quand ils reviennent avec leurs parents, c'est toujours gratuit. Juste pour donner un exemple, c'est une idée qui est partie de mon parc chez nous à Chicoutimi, parce que les écoles nous demandaient toujours des fonds pour ramasser pour acheter des skis de fond pour les faire skier à l'école. Je dis non, on va faire un deal avec la ville. Je vais voir la ville, je leur ai dit, bon, là, tu as un beau parc. Là, je te demande une chose, c'est qu'il m'a équipé, il m'a donné 300 paires de skis de fond, là, mais à une condition, c'est que c'est gratuit. 13 ans et moins. La ville a dit, OK, pas de problème. C'était un success story, fait qu'on l'a étendu à la grandeur du Québec. Même c'est nous qui fournissons les skis de fond dans les CEPAC du Québec. Quand je vous donne les indicateurs, c'est que j'avais un ami qui était à Oslo, en Norvège, qui est la capitale mondiale du ski de fond, c'est eux autres. Pour maintenir leur sport national en vie, ils vont initier 10 000 enfants au primaire au ski de fond par année. Ils s'assurent que leur sport reste vivant. Vous savez? Nous, à chaque année, cette année, on l'a probablement dépassé un peu, on initie 100 000 enfants au Québec au ski de fond par année depuis 7 ans. Donc, ce qu'on est en train de produire, c'est des jeunes qui développent une compétence de glisse, d'hiver, dans un sport d'inclusion. Le problème avec une montagne comme ici, c'est réservé aux riches. Donc, comme le hockey, c'est réservé aux riches. Parce que moi, j'ai été élevé dans un HLM avec une mère monoparentale, là, parce qu'on a dû quitter notre village le 13 août 1976, un vendredi à 10 h le matin. Quand j'ai atterri dans mon quartier défavorisé, bien, j'ai été prisonnier là pendant des années. Je ne pouvais pas aller au cinéma, je ne pouvais pas faire du ski alpin, je ne pouvais pas jouer au hockey. Ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter un équipement, elle n'avait pas les moyens de m'inscrire dans un club, puis on n'avait pas d'auto pour traîner la poche de hockey. Donc, j'ai vite réalisé que on était en 1976, là. Puis les Canadiens gagnaient des Coupes Stanley. Là. Donc, je voulais jouer au hockey. Je n'ai pas pu. Donc, je suis frustré de ça. C'est pour ça que les cyclistes qui pédalent le 1000 km, là, à date, ont ramassé 34 millions qui ont été remis dans des centaines d'écoles défavorisées au Québec en achat d'équipement. C'est directement relié avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 70 des écoles primaires du Québec. Il y a 2300 écoles primaires qui sont des écoles défavorisées. Donc, la grande majorité n'ont même pas moyen de venir ici. Quand on veut sauver une montagne, on a un problème. On sauve une montagne de riches. OK, je parle du Mont-Édouard, là. Comment maintenant on la rend humaine, accessible? Elle a toujours été, le Mont-Édouard. Mais c'est quand même la perception que les gens ont. C'est des gens qui ont les moyens de faire du ski alpin. Puis toi, tu es en train de défendre la gang qui, finalement, ont les moyens de peut-être la sauver eux-mêmes. Mais toi, tu as la sensibilité des milieux du coin. Si on la sauve, cette montagne-là, ou s'il y a un privé qui la jette un jour, il y a un deal, là, il y a un contrat de signé, tu vas continuer à recevoir les enfants gratuitement dans la montagne. Parce que la montagne leur appartient. Et ils l'ont développée eux-mêmes et ils l'ont bûché eux-mêmes pour relancer cette communauté. Donc, cette sensibilité aux tous, la nature peut être très discriminatoire. Mais si vous avez des entreprises, vous avez des business, si vous pensez à l'environnement durable, à la santé durable, ça passe par tous les citoyens qui y contribuent. On ne peut pas être juste une gang qui le font. Il faut que tout le monde doive le faire. Donc, la meilleure façon de sauver l'environnement, c'est que les TQ, dès le départ, rentrent en nature, la comprennent, veulent la protéger, deviennent même travailler dans ces communautés-là. Après, on a créé un écosystème où le Québec, c'est un immense territoire avec beaucoup de richesses avec la nature.
J'ai traversé le parc ce matin, là, puis je disais, là, il ne ventait pas, j'en profite, je regarde sous les lacs, puis il y avait des truites qui sautaient, c'était de toute beauté. Je suis allé pêcher. Je me dis, waouh, on a encore ça au Québec, là, on est chanceux, là. Il faut les protéger, ça. Il faut les rendre accessibles. Les protéger et les rendre accessibles à tous les Québécois. Donc, les écoles, maintenant, ont les moyens. Hein, le programme qu'on a mis en place, là, qui s'appelle l'École On Bouge, c'est une mesure, la 15,028, la 15,023 puis la 15,029. C'est nous qui gérons ce programme-là, avec un grand défi. L'an prochain, on aura atteint 100 des écoles primaires au Québec qui vont faire bouger les jeunes 1 heure par jour, tous les jours, toute l'année. On est le seul État dans le monde qui a réussi à le faire. On est même meilleur que les pays scandinaves. Donc, il y a des gros efforts qui se font sur le terrain pour notre jeunesse. Maintenant, le seul au bas blesse, c'est quand on arrive au secondaire, dans cette période de turbulence, c'est là qu'il faut faire des efforts encore plus grands. Vous lirez mon livre, vous verrez que ce qui s'en vient, c'est un peu catastrophique. On révèle que, par des données, avec des tests qu'on a faits en 1982 puis des nouveaux tests en 2017, à l'époque, on a vérifié le VO2 max, la capacité cardio-respiratoire de notre jeunesse, au secondaire. 3500 élèves dans les 17 régions du Québec. Et aucun des deux groupes, les garçons et les filles, avaient franchi la ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir. Et en 2017, quand on aura fait le test dans les 17 régions, avec 3300 élèves, le même test, le test navette, là, on a révélé que 69 des jeunes filles au Québec au secondaire et 56 des garçons au secondaire avaient franchi la ligne rouge. Ça, c'est un VO2 max exécrable qui va donner des problèmes de santé majeurs dans la quarantaine. Donc, ils souffriront de syndrome métabolique, hypertension, cholestérol élevé, diabète type 2 combiné. Donc, ils ne seront plus assurables et ils ne seront plus employables. Ça, c'est vos enfants en passant. Donc, les chiffres sont là, on les sait, il s'en vient un tsunami de problèmes derrière nous. Et si on ne change pas le modèle de l'approche sportive, et moi je dis toujours pas sportif, mais activité physique, hein? Plein air et sport, en dernier, puis le sport, c'est organisé. On compare, on mesure les gens, et il y a des récompenses, puis il y a des médailles, puis il y a des titres, puis on va jusqu'aux Olympiques. Ça, c'est le modèle qu'on dit réservé à un groupe qui performe. Mais la grande majorité, là, les 90 d'autres, là, sont dans l'autre catégorie. Ils sont dans l'activité physique. Quand on pose la question aux Québécois, 80 des gens n'aiment pas faire du sport. Je trouve ça dur. Mais quand on pose la question aux gens, 80 aiment faire de l'activité physique. Vous comprenez? Pourtant, on met toujours le sport, sport. Non, c'est pas sport, c'est activité physique. Tu bouges, c'est pour maintenir ton corps en santé. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que la nature, maintenant, va devenir un levier considérable pour reprogrammer nos enfants à la nature, les faire bouger, puis les écoles ont la main levée par ces mesures que je vous disais. Maintenant, ils ont les moyens de transporter les jeunes, d'aller dans les parcs, dans les endroits, pour qu'ils puissent en profiter. Donc, développer des produits, les écoles attendent, tout simplement. Puis il faudra aussi que l'État mette plus d'argent, bien entendu, pour être en mesure de réussir. Donc, je ne vais pas dépasser. Est-ce que j'ai passé mon 30 minutes? Bon, OK. Donc, je voulais vous dire qu'on travaille fort. Notre montagne, on va la sauver. On va la sauver à coup d'implication. Elle va demeurer accessible et on va surtout développer des produits d'appel autour. Et ce sera un ensemble qui va être développé. Attendez, bientôt, vous entendrez d'autres nouvelles. Là. Donc, on va développer tout le territoire au complet. Et la montagne, ce sera un accessoire du territoire qui va servir, finalement, à tout le monde, même les milieux défavorisés. Merci. Merci énormément. Oui, c'est ça. On va peut-être prendre une question, juste question de faire le pont. Puis merci d'avoir partagé ta perspective sur le sport, la nature, le lien avec les jeunes. Puis j'ai entendu aussi un appel aux porteurs de projets qui auraient des réflexions sur ce lien-là. Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que tu es ouvert à ça? Oui. Est-ce que quelqu'un aurait une question? On va passer au prochain panel, mais j'aimerais juste, si quelqu'un aurait une question, commentaire, réflexion, je pense qu'on a adressé plusieurs sujets vraiment intéressants. Raphaël, je vais te passer le micro puis je vais repasser. Oui, Raphaël de Tourisme Saint-Raymond. En fait, ma question consistait à voir comment que vous avez fait pour... parce que vous avez parlé de rire puis de financement de la communauté. Ouais. Je me demandais comment ça s'est passé concrètement, puis est-ce que ça a pris la forme de campagne de sociofinancement ou si uniquement ce modèle-là de rire qui a... Mais d'abord, on a recherché des modes de financement. Il n'y en avait pas beaucoup, là. C'est que ça existait sur mes personnes. C'est très populaire en Ontario puis dans l'Ouest canadien. Mais au Québec, ça existait déjà, ce programme-là. Puis c'est Desjardins qui le supportait. C'était lui fiduciaire. Puis personne n'utilisait.
Tout le monde, l'État va payer ou il y a privé qui va ramasser le produit. Mais là, on se rend compte que les citoyens du milieu, par ce produit-là, peuvent se mobiliser et faire les transferts. C'est sûr qu'il y a une petite gymnastique, ça prend du monde des comptables, là, mais c'est pas si élevé que ça se fait très bien. Mais il faut que les premiers le fassent, qu'ils réussissent. Après ça, les autres vont pouvoir utiliser le même chemin. Puis nous, on est en train de tracer le chemin au Québec. Desjardins à main levée, ils sont prêts à supporter et ils accompagnent dans l'initiative. Parce qu'après, c'est très rigoureux, là. Si tu mets ton argent, il faut que ce soit bien géré, il faut qu'il y ait du rendement. Et le plan que tu mets en place de 6 millions, il faut qu'il y ait une rentabilité en bout de ligne. Donc, tu investis pour que plus tard, ce soit rentable, pour que tu sois remboursé, avec l'intérêt. Et ceux qui sont les petits contributeurs, qui ne sont pas des entreprises, mais qui sont comme nous, comme moi, nous, on est protégés à 100 %. La MRC vient donner un montant d'argent qui cautionne. Donc, on a une caution de la municipalité puis une caution de la MRC, que si des fois ça plante, tu es remboursé à 100 %. Fait qu'il n'y a pas de risque. Fait que le monde mette leur rire, go. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas te rembourser 100 %, tu n'auras pas de rendement, ou si ça marche, tu auras un rendement, comme si tu aurais placé ton rire dans... Donc, ça a vraiment fonctionné. Puis, il y a des endroits là, qui sont capables de s'accaparer des territoires entiers, s'ils voudraient. Là, parce que tu as assez de citoyens. Vous avez Québec comme moteur, que vous êtes à côté quand même d'une grande ville. Et donc, c'est des choses comme ça qui fait que... Mais il faut donner des valeurs au départ. Pourquoi tu veux la sauver, tu sais? Tu veux la sauver parce que c'est pour une gang qui veut faire du ski la fin de semaine? Non, c'est là, il faut que tu sois beaucoup plus large. Ça nous pousse à penser et se brancher au milieu, puis dire maintenant on le fait dans un projet communautaire. Là, les gens sont prêts à s'investir. Merci pour la question. Merci Pierre, merci de ta générosité et ta Merci. présence vraiment.